Bon, on va boire parce qu'on va beaucoup parler. Vous voyez cet homme? Vous voyez ses cernes? Mais prenez-vous, bien qu'il ressemble à l'oncle Fétide actuellement, il n'est pas fatigué. En effet, cette personne subit de plein fouet les effets du rhume des foins. Donc même s'il paraît être sur le point de claquer sur place, tout va bien. Mais en bien quasiment, donc c'est cool. Mon panneau LED il vient de s'éteindre, il n'y a plus de batterie. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo lecture comics du mois d'avril. Non mais, on est quoi? Non on est en mai. Ça fait incroyablement plaisir parce que j'ai vu quasiment que des très bons trucs. Donc je suis extrêmement content de vous faire cette vidéo et de vous en parler. Bon, il y a un ou deux trucs où je suis très mitigé et c'est clairement pas à la hauteur de tout le reste. Mais on s'en fout, globalement c'était un très bon mois et ça fait plaisir parce que ça change un peu que d'avoir des lectures décevantes, c'est cool. Juste avant qu'on commence, je voulais vous faire une petite annonce. Début juin, je m'en vais sur Paris pour faire un vlog de 2 jours dans les boutiques de comics et les boutiques d'occasion à Paris. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais pas mal vous faire participer. Donc les liens sont en description et voilà, ça va être fun. Bon, vous verrez dans la prochaine vidéo qui est la vidéo achat. J'ai pas dépensé tant que ça parce que je savais que j'allais à Paris et que je gardais du budget pour là-bas, tu vois, parce que je me dis on y va, on fait des vidéos, autant que ça soit mémorable. Et il y a des gros craquages en prévision là-bas, hein. Ça va être bien. Mais bon, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on discute de mes lectures. Niveau VF, il y a quasiment que du Urban. Je dis quasiment parce qu'on va commencer par la seule lecture qui n'est pas du Urban, qui est chez Panini et qui était super. Panini est super, deux mots qui vont rarement ensemble, mais là c'est cool. Parce qu'on va parler du Deluxe d'Agent Venom. Et je suis très content de vous faire cette review parce que en fait, j'ai vu un avis nulle part, enfin, j'ai vu personne en parler de ce bouquin-là, alors que c'est super. Ce Deluxe-là, c'est la réédition des épisodes donc de la série Venom, notamment, qui reprennent l'arc Agent Venom, qui était édité dans les Marvel Dark à l'époque. Agent Venom, si vous connaissez pas rapidement, le gouvernement a récupéré le symbiote, et ils s'en servent à des fins militaires, et ils le greffent à Flash Thompson, que vous connaissez peut-être le personnage, et ils s'en servent pour l'envoyer sur le terrain en mission. Bon, ça rejoint un peu quand je vous dis à chaque fois que j'adore les concepts détournés, bah là c'est totalement ça, mais ça, en fait, c'est un concept détourné qui est dans le lore officiel, tu vois. Et je sais pas, c'est trop cool. La première connaissance que j'ai eue du personnage d'Agent Venom, je crois, c'était dans la série animée Spider-Man. Et je me suis vraiment... Mais putain! J'ai juré, je vais la hagar la lumière. Après, c'est ma faute, fallait que je la recharge. Je disais quoi, du coup? Le bouquin est sorti pas très longtemps après le tome 2. Et ça m'a vraiment fait dire, il faut que je lise plus de ce personnage. Pour vous parler rapidement du contenu, on a les 2 premiers épisodes qui sont la série Amazing Spider-Man, l'épisode 654 et 654.1. Et ensuite, on enchaîne sur les 12 premiers numéros de la série Venom de 2011. En fait, les 2 numéros de la série Amazing Spider-Man, c'est que ça te montre les origines. Vraiment, dans les 2 premières pages, tout est expliqué et t'as vraiment le background nécessaire pour pouvoir tout lire sans que tu sois perdu. Parce qu'au final, c'est un petit truc où j'avais peur, je me suis dit, même si c'est une nouvelle série, bah, t'es en plein milieu de la continuité de Venom, tu vois. Et je me suis dit peut-être que t'auras plein de références à des séries d'avant que t'as pas lues et que du coup tu vas être perdu. Et en fait, pas du tout. C'est aussi pour ça que c'était une super lecture. Au scénario, on a principalement Rick Remender et Dan Slott qui écrit ça, mec, un bijou. Niveau dessinateur, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais passer, mais on a notamment Tony Moore et Humberto Ramos et les pages sont super. Sachant que ça demande un style un peu particulier parce que t'as quand même beaucoup de scènes de guerre. Le mec qui va sur le champ de bataille, tu vois. Et t'as beaucoup de scènes où ça flingue, où t'as des explosions, où il saute d'un bâtiment pour récupérer des civils. Donc t'as vraiment besoin d'un bon couple entre le scénario et le dessin pour que les deux correspondent, ce qui est chose pas aisée quand même, sauf que là c'est vraiment fait parfaitement. T'as des scènes d'action, mec, qui sont incroyables. Même si en soi on pourrait dire que le concept il est un peu bizarre dès le début parce que tu te dis, le mec tu lui fais porter Venom. Certes, il est contrôlé, il est un peu bridé et tout, ok. Est-ce que lui mettre des flingues, c'est pas un peu ridicule? Le mec juste est une arme vivante, pourquoi tu lui remets des flingues? Tu vois, c'est comme tu mets une armure à Deathstroke, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est principalement exploité dans ce bouquin-là, c'est la relation que Flash Thompson va avoir avec Venom. À partir du moment où les porteurs de Venom sont sélectionnés et commencent le programme, ils ont un certain nombre de fois où ils peuvent porter le symbiote. Et il me semble qu'ils sont aussi limités dans le temps, dans la journée. Ils peuvent pas le porter plus de 24 heures parce que sinon, la symbiose entre le symbiote et le porteur est trop forte et t'as plus de contrôle. Et t'as beaucoup cet axe-là qui a expliqué de résister face à Venom, mais en même temps, des fois, il est dans des situations qui font qu'il peut pas trop s'en séparer parce que sinon, il est condamné. On retrouve quelques personnages des univers de Spider-Man qu'on voit plus trop souvent. On retrouve Kraven, on retrouve Jack O'Lantern aussi. Jack O'Lantern qui est toujours un personnage assez effacé, je trouve, mais qui là-dedans, dans ces épisodes-là, il est brillant, genre, le mec, t'as juste envie de lui serrer la main à chaque phrase, t'es en mode, bah bien joué à toi, genre juste, t'es trop drôle. Psychologiquement, il met constamment Venom en échec, parce qu'il lui fait comprendre des trucs qui sont irréfutables, et à chaque fin de phrase, quand il conclut ces trucs-là, tu le regardes, t'es en mode, ouais, c'est pas faux. Le seul défaut que je trouve à ce bouquin-là, c'est pour dire à quel point j'ai kiffé. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est pas le bouquin lui-même du tout, c'est au niveau de l'histoire, c'est à quel point, dans certains épisodes, on voit Spider-Man, parfois, et c'est à quel point Peter Parker passe pour un débile dans ces épisodes.
Oh là là, et tu retrouves vraiment pas un Peter Parker flamboyant, t'as juste envie de passer à autre chose, en mode, juste va-t'en. C'est vraiment dommage, j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler, et c'est un bouquin qui mérite vraiment votre attention. Il y a un deuxième Deluxe qui sort dans pas longtemps pour continuer les épisodes, et c'est une très très bonne introduction au personnage, c'est vraiment cool, j'ai vraiment kiffé. Ok, on va enchaîner une série chouchoute, même si je commence à avoir un peu peur, je vais pas vous cacher. On va parler de Gideon Falls, parce que j'ai pu lire les tomes 2 et 3 à la suite. Quelle série de fous, les gars. Même si je vous cache pas que je commence à avoir un peu peur parce que la série se boucle en 5 tomes, le 5ème sort en juin là. En fait, ce qui est très intéressant, surtout avec le tome 3, c'est qu'à la fin du tome 2 et vraiment dans le tome 3, tu commences à sortir du mystère. Tu comprends pas tout, mais on t'avait collé un horizon dans le tome 1, on t'en sort, pour te montrer qu'il y a un champ des possibles encore plus grand. Et je vous avoue que ça fait un peu peur parce que je me dis, il reste 2 tomes, Jeff Lemire il peut très très vite se perdre, et je crains vraiment qu'il y ait beaucoup de construction pour au final un cliffhanger qui est pas si ouf que ça. Et je vous avoue que cette crainte m'a été vite fait confirmée parce que il y a 2-3 personnes qui lisent Gideon Falls en VO, donc la série est finie en VO, qui m'ont envoyé un DM en mode bah voilà, j'ai fini la série, je suis putain de... On est marre. Et le pire c'est que ça me coupe dans mon élan, tu vois. Bon, je vais laisser le panneau charger une seconde. Ça vous laisse le temps de vous abonner, non? Bon, je sais plus où j'en étais du coup. Ouais, du coup, les gens qui lisent en VO, qui m'ont DM et qui m'ont dit bah voilà, j'ai fini, je suis trop déçu, la fin est pas à la hauteur. Et je t'avoue que j'avais le seum, mais en même temps, j'étais pas vraiment surpris, quoi. Écoute, on verra bien. J'imagine qu'on n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de cette série. Pour être très honnête, j'ai pas spécialement d'attente, vu à quel point c'est perché et what the fuck. Je sais même pas quel est le vrai fil conducteur de l'histoire, si tu veux. Genre, si vous connaissez pas du tout la série, globalement, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Gideon Falls. Et là-bas, depuis des années, tu as une légende qui circule, qui est la légende de la Grange Noire, où tu as cette grange qui apparaîtrait et des gens disparaîtraient. Et on va suivre 2 protagonistes, à Norton, qui est un jeune garçon qui a des problèmes un peu psychologiques, et on va suivre le père Wilfred, qui est un pasteur fraîchement arrivé dans la petite ville, parce que l'ancien pasteur est décédé, il est venu prendre la relève, et on va voir que leurs histoires, eux deux, sont liées, ils vont se rencontrer, il va leur arriver des choses vis-à-vis de la Grange Noire. À partir du tome 2, on commence à explorer de l'intérieur la Grange Noire, qui est, vous imaginez, pas une grange classique, et dans le tome 3, tous les délires psychologiques de la grange commencent à sortir, et les personnages commencent vraiment à être impactés, on commence à recoller les morceaux ensemble, c'est ultra intéressant. Le dessin d'Andrea Sorrentino, mon dieu. Bon, je vous dis toujours que c'est un dessin très particulier, que dans le tome 1 et le tome 2, c'est très cool, mais alors dans le 3, gros. En fait, le 3 est vraiment perché psychologiquement. Tu peux tellement pas remplacer le dessin d'Andrea Sorrentino, genre, tu peux mettre personne à sa place. Le nombre de doubles pages qui te décolle la rétine, c'est dingue. J'avoue, ce que j'adore plus avec cette série, au-delà de l'histoire en elle-même, c'est que ça reprend un thème d'horreur que j'aime beaucoup, qui est l'horreur dans les petites villes. Tu vois, un peu à la Stephen King. J'aime trop l'ambiance... petite ville perdue aux États-Unis où ils sont un peu isolés, il leur arrive des trucs. Il y a une lecture juste après en VO qui est dans le même thème et c'est pour ça que j'ai adoré aussi. Et vraiment pour le moment cette série est géniale. On va rester dans l'horreur avec un comics qui a été, mon dieu, je l'ai vu partout quand c'est sorti et évidemment je l'ai pris et évidemment on va en parler. Basket Full of Heads. Qu'est-ce que j'ai pensé de Basket Full of Heads? Donc Basket Full of Heads, premier titre du label Hill House, qui est le label horrifique de DC qui arrive en France. Le deuxième ce sera Plunge qui sort en fin de mois là. Je vous en ai parlé beaucoup. La première expérience que j'ai eue avec le Hill House n'a pas vraiment été concluante. C'était le comics The Dollhouse Family qui était très décevant. Je vous avoue que j'étais curieux et en même temps j'avais peur parce que je me suis dit ce comics là a priori il a tous les critères pour que je n'aime pas. Tout le monde l'achète, tout le monde aime, c'est le même dessinateur que The Dollhouse Family, vraiment c'était bingo, tu vas pas aimer. Et j'ai vraiment aimé, rassurez-vous. Je dirais pas que c'est un comics insane, je dirais pas que c'est un comics de dingue, de taré qui est génial, mais c'est une très bonne lecture. Je pense que c'est un très bon coup d'un soir, j'utilise cette expression assez souvent, ça me fait rire. C'est un très bon coup d'un soir vers lequel tu peux revenir de temps en temps. Tu te lis ça quand il pleut sous ta couette, avec une petite musique d'ambiance, franchement t'es trop bien. Vous avez peut-être vu plein de reviews, mais je vais vous en reparler quand même. Basket Full of Heads, l'histoire, on va suivre, j'ai oublié son prénom, June, évidemment, où Paraplus Blair va se retrouver dans une maison avec son copain, et des prisonniers qui sont échappés de la ville où elle est, vont s'infiltrer dans la maison où elle est, et elle va choper une hache viking qui se trouve dans la maison pour des raisons tout à fait légitimes, et je vous en parlais. Et en fait, la hache est magique, et quand elle tranche des têtes, les têtes restent vivantes. Je vais vous parler tout de suite de ce qui a fait défaut quand j'ai entendu des gens en parler, et je me suis dit, mais... Putain, mais ça n'a aucun sens. Le coup de la hache. La maison où elle est a une partie musée. Et la personne qui a cette maison a une collection d'objets historiques, d'objets vikings et tout. Et la hache fait tout bêtement partie de la collection. Juste, elle chope la hache dans la vitrine et elle s'en sert pour se défendre. Donc c'est tout à fait légitime, c'est pas une hache pop devant elle par magie et elle la trouve et voilà. C'est bien amené, c'est tout à fait logique. Et je vous avoue que moi, quand on m'en a parlé, on m'a pas parlé de ça. Et sur le coup, j'ai eu peur en me disant, putain, c'est quoi ce raccourci scénaristique horrible, tu vois?
Oh mais non, mais c'est pas vrai! Putain, je me suis plus arrêté pour recharger le panolette que pour boire, quoi, genre, au secours. Basketful of Heads, c'est scénarisé par Joe Hill en personne, pour le coup, et dessiné par Léo Max. Léo Max, j'avoue que j'ai pas un gros affect pour lui, son dessin, je le trouve pas incroyable, même si pour le coup, ça colle assez bien au côté horrifique, cheesy que Joe Hill a voulu faire, parce que clairement, ce comics-là, il a des références évidentes aux vieux slashers des années 80. Team Halloween, désolé les frères. Bon, ce sticker-là, je vais en parler parce qu'il m'a dérangé dès le début, c'est marketing, évidemment. Mais réduire Joe Hill à ça, genre, il l'a fait tellement plus. Donc en somme, c'est une très bonne lecture, j'ai passé un super moment. Pour moi, c'est clairement pas le comics de l'année, mais c'était très sympa. La dernière lecture VF, un pur plaisir, putain, c'est vraiment... Je suis trop content de faire cette vidéo parce que c'était que des bonnes lectures. Le tome 1 de Joker War, Comics Party, tu es sauvé, je t'avais mis la pression, merci à toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Batman récent, et j'avais demandé sur Twitter si Joker War, ça se lisait bien tout seul, parce que c'est techniquement le tome 13 de Batman Rebirth. Et en fait, ça se lit super bien. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement chiant sur la continuité qui vous le dit. Donc franchement, ça va. T'as juste un petit postulat à accepter parce que ça se passe après l'arc City of Bane où il s'est passé des trucs. Une fois que t'as accepté ça, franchement, ça passe tout seul, j'ai trouvé. Bon, ok, cette histoire-là, c'est une énième histoire avec le Joker, mais je trouve que c'est bien tourné, tu vois, c'est pas un truc qui tombe comme ça, même s'il y en a qui diront le contraire et j'entends totalement ça. Mais non, j'ai trouvé que c'était vachement moins tiré par les cheveux que d'autres histoires qui ont pu être faites. Dans cette histoire-là, on retrouve le tandem Batman-Catwoman qu'on aime tant, qui vont être confrontés à une situation qui surgit du passé, et c'est ça qui a été très cool, c'est que ils utilisent un substitut de l'or, où à l'époque, il s'était passé des choses, où typiquement Catwoman et Batman ne s'aimaient pas. Maintenant qu'ils sont alliés, et bah t'as toute cette situation de merde d'avant qui leur retombe dessus. Et c'est un axe de scénario que j'ai vachement aimé. Dedans, on a un nouveau personnage qui s'appelle le Designer, qui a tout un lore autour de lui qui est vraiment super, je trouve. Tout est assez logique, même si, bon, c'est une histoire de Batman, donc il faut forcément des morceaux d'histoire pour accélérer les trucs. Mais c'est pas déconnant. Cet arc Joker War a surtout eu la grosse pub d'avoir James Tynion de Forth au scénario, et notamment Tony Daniel et Jorge Jiménez au dessin. Et c'est juste magnifique. Même si j'avoue que ça met pas en confiance dès le début parce que les 4 premiers numéros qu'on a, ce n'est pas l'arc Joker War, ce sont des Batman Secret Files qui t'expliquent les origines rapides des 4 méchants que tu as dans Joker War. Je sais pas si c'est franchement nécessaire, c'est cool, c'est toujours un plus. Maintenant, je pense qu'il y a certains numéros tu peux t'en passer parce que notamment je crois que c'est celui avec Mr. Thief. Oh, les dessins sont affreux quoi, genre qui dessine? Le dessin et l'ancrage c'est Riley Rossmo. Bah je vous montre des pages mais c'est absolument terrible et tu passes de ça à du Tony Daniel et du Jorge Jiménez, c'est... Ah, ça met une claque, hein. En fait, le truc, c'est que tu sais que tu lis Joker War pour des dessins ouf, et tu ouvres et tu tombes sur ça, tu vois, le truc. Sachant que l'histoire est vraiment pas nécessaire, franchement, ils auraient pu ne pas le mettre, quoi. Mais c'est pas grave, parce que tu tombes immédiatement sur ce genre de pages qui t'en mettent plein la vue à tous les niveaux, que ça soit le dessin, les couleurs, l'ancrage, tout est parfait. T'as tous les critères pour faire du bon Batman, t'as les gadgets un peu stylés, what the fuck, t'as le côté enquête, j'ai vraiment trouvé le côté jeu Arkham dans ce comics là parce que c'est vraiment, il y a une nuit où c'est la merde et ils sillonnent toute la ville pour résoudre le truc. T'as ce petit côté course contre la montre en même temps face à un antagoniste qui semble un peu imprenable, donc c'était vraiment super cool. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2, je vous le dis, parce que j'ai vraiment kiffé. Un truc dont on pourrait parler, c'est le personnage de Punchline qui est la nouvelle Harley Quinn aux côtés du Joker, si tu veux. On en a fait tout un flanc quand elle est arrivée, et bah elle est vraiment sous-exploitée dans ce tome-là, j'ai trouvé. Elle est là, elle chapeaute des trucs, mais sans plus. Elle a quelques lignes de dialogue, mais à part ça, bon, un peu effacé. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de lire du bon Batman récent. Je sais par exemple que G, lui, n'a pas du tout aimé. C'est un style, je suis d'accord. C'est une histoire que tu lis pour l'action, clairement. Si tu cherches un truc au-delà de ça... Bon, voilà. Après, en général, on sait que du Batman, quand ça sort, c'est très peu philosophique, c'est très peu introspectif, parce que faut juste du gros blockbuster. Faut que ça pète de partout. Moi, c'est un style que j'adore, parce que c'est divertissant, en fait. Et de temps en temps, c'est des lectures, j'allais dire, légères. C'est pas une lecture légère, mais c'est une lecture où tu ne réfléchis pas spécialement, et ça fait du bien. On passe à la VO, de la très bonne VO pour certains, et de la moins bonne pour un titre en vrai. Mais on va commencer avec le seul TPB du mois, qui est absolument génial, et je suis tellement frustré que cette série ne soit pas publiée en France. Stillwater par Chip Zdarsky. J'imagine que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs autour de cette série. Stillwater, scénarisé par Chip Zdarsky, je viens de le dire, et dessiné par Ramon K. Perez. Oh là là. C'est typiquement le genre de série thriller Stephen King, et j'ai passé un tellement bon moment en le lisant. Dans Stillwater, on va suivre l'histoire de Daniel, qui est un mec un peu paumé dans sa vie, qui a un job de merde, qui a pas forcément la vie qu'il souhaite, et un jour il va recevoir un courrier qui l'invite à venir pour c'est quoi, c'est une cérémonie funéraire, enfin une lecture de testament, dans la ville de Stillwater. Il en a jamais entendu parler, et a raison. Parce que en fait, les habitants de Stillwater veulent pas spécialement que la ville soit connue, parce que cette ville a une propriété spécifique. Les gens ne meurent pas dans Stillwater. À partir du moment où tu franchis la frontière de Stillwater, tu ne peux plus mourir. Je pense qu'à l'image de Walking Dead, le propre de l'histoire ne sera pas d'expliquer pourquoi tu meurs pas. Comme Walking Dead, juste voilà, une apocalypse zombie, on déroule. Là, c'est les gens meurent pas, on déroule. Et très franchement,
de la manière dont Chip Zdarsky l'explique, c'est pas dérangeant que tu saches pas, parce que juste, bah, tu t'en fous au final. L'histoire qui est posée sur ce postulat est tellement intéressante que bah tu t'en fous, juste ok, servez-moi le reste. L'écriture de Chip Zdarsky, elle est clairement cinématographique, j'ai eu l'impression de lire une série de télé, j'ai vraiment eu l'impression de lire un truc à la Under the Dome, je sais pas si vous avez vu cette série, tout ce qui est là-dedans est rythmé pour faire des épisodes de séries de télé, c'est assez remarquable, et t'as encore une fois ce côté petite ville isolée où il se passe des trucs, et t'es un peu coupé du monde extérieur, c'est ce petit côté ambiance chill à la Smallville dans les champs de blé qui me plaît, tu vois. Ce qui est génial avec cette histoire et avec les axes de scénario qui sont pris, c'est que t'as un postulat où tu peux faire beaucoup de choses. À partir du moment où tu enlèves la mort, tu peux faire un tas de choses qui choquent mais qui sont normales. T'as une espèce de politique qui est mise en place à l'intérieur de la ville pour pas que ça se sache et pour pas que les habitants quittent Stillwater et que ça s'ébruite et que ça parte en couille. Et globalement, ils expliquent qu'ils veulent pas que l'armée vienne fouiner dans la ville et qu'ils deviennent des cobayes. En fait, la ville est gérée par le juge de Stillwater. Tu sens le côté maîtrise d'une main de fer sur la ville, un peu implacable, un peu impitoyable. Et l'axe principal qui est pris au début de l'histoire, c'est que juste certains habitants en ont marre de vivre un peu en ermite, coupés du monde, ils font un peu les morts pour couper les ponts, que personne ne vienne dans la ville. Et t'as ce conflit politique qui commence à naître entre des gens qui veulent que Stillwater devienne accessible, et à l'inverse, t'as le parti du juge qui, lui, veut non. Lui, limite, il voudrait cloîtrer la ville et qui vivent tranquille. Et vu que t'as plus la mort, tu peux faire un tas de choses. Par exemple, le juge ne va pas hésiter à tirer sur ses concitoyens, il va juste les shooter, voilà, parce que c'est normal, parce que de toute façon ils peuvent pas mourir, donc on peut les shooter, tu vois, c'est pas grave. T'as aussi les jugements qui sont rendus, par exemple, quand t'es coupable d'un truc, tu vas te faire enterrer pendant 2 semaines. Et c'est le genre de truc, quand tu lis ça, tu te dis putain c'est choquant, mais en même temps c'est tellement normal, genre, enfin... Ouais, ça fait sens en fait. Et c'est vraiment ce côté impactant de la lecture qui est remarquable dans Stillwater. Excellente série indé d'images qui est trop méconnue. S'il vous plaît, si vous lisez de la VO, essayez cette série, c'est génial. Bon, on va continuer avec les issues. On va continuer avec une nouvelle série chez Boom surtout. Une série qui était assez cool. Proctor Valley Road. Proctor Valley Road, c'est une série de Grant Morrison. Proctor Valley Road, on me l'avait vendu comme une interprétation un peu de Stranger Things, mais chez Boom en comics quoi. Je suis semi-d'accord. Déjà, est-ce que j'ai aimé? Ouais, je crois. En fait, je suis pas encore sûr parce que, en fait, il s'est passé plein de trucs dans le numéro et t'as pas encore de ligne directrice qui se dessine. C'est normal, c'est le premier numéro, tu vois. Mais pour le moment, je suis assez intrigué en fait. Donc scénarisé par Grant Morrison et Alex Child et illustré par Naomi Franquiz. Et les couleurs, ce que je note, c'est important, de Tamra Bonvillain. J'avoue que c'est le truc qui m'a peut-être un peu, pas dérangé, mais ça m'a un peu divisé sur le moment. Je me suis dit, est-ce que les dessins me conviennent? Est-ce que les dessins me plaisent? Ça fait très enfant cartoony quand même, vous voyez vous-même. On est sur un style qui est quand même assez différent, avec des couleurs assez flashy. Vu le ton du comics, le dessin est bizarre. Genre, je suis pas sûr que ça corresponde. Pour le moment, je vous avoue que je suis pas encore sûr, parce que le côté horrifique, monstrueux que le comics est censé te présenter, tu l'as pas assez vu pour juger. L'histoire, globalement, on va suivre une bande de potes qui vont décider d'aller sur la Proctor Valley Road, où il a été rapporté récemment qu'il y a eu un accident, enfin, il s'est passé un truc un peu bizarre là-bas, et ils décident d'aller voir, tout simplement, parce que, tu sais, ils sont jeunes, ils se font chier, et ils voudraient aller se faire peur, du coup, ils vont voir. Ce qui est assez remarquable, c'est que tu passes, donc, tu as un dessin quand même toujours cartoony, et tu passes d'un style extrêmement marqué, avec des couleurs de partout, à des pages comme ça, qui sont extrêmement sombres. En fait, j'ai un petit peu l'impression de lire une histoire, genre à la Scooby-Doo, mais un petit peu plus adulte. Donc on va continuer la série, puis on verra ce que ça donne, mais pour le moment, j'aime bien. En parlant de continuer une série... Ah, et là, vous allez peut-être m'insulter, hein, mais tant pis. Hein. Oh là 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 là, quelle déception. Hein. En fait, plus ça va, et plus j'ai envie d'arrêter la série. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça partait bien, ça partait super bien. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. C'est pas juste. En fait, il se passe des choses, mais en très peu de temps. Et c'est pas ventilé du tout, genre, on dirait que Donny Cates, il a une checklist, en mode, bon, dans l'épisode, faut qu'il se passe ça, il faut qu'il se passe ça, faut qu'il se passe ça, et le mec, il déroule, il déroule, il déroule. Tu ne respires pas, en fait, et t'as pas le temps de digérer ce que tu lis, et ça me dérange beaucoup. En plus de ça, je me suis toujours pas attaché aux personnages principaux, j'ai toujours pas l'impression de les connaître suffisamment pour voir un intérêt à ce qui se passe. Alors, il paraît que le 6 est cataclysmique, très honnêtement, j'ai même pas envie de le lire, genre, cette série, elle m'est totalement sortie de la tête, et je l'ai lu parce que j'avais acheté le numéro, et... la déception, vraiment. Au début, je vous disais que c'était accessible, ça le devient de moins en moins, ou en tout cas, si ça reste accessible, c'est moins impactant, parce que juste, t'as pas les refs, et des trucs où t'es censé te dire « Oh !» Et si juste toi, tu connais pas, bah tu regardes la case et t'es en mode ok. Et t'as pas le petit piment que Donny Cates, il est censé te mettre. Et pour conclure, on va parler de l'événement Boom de ces derniers mois maintenant. Le numéro 1 de Berserker, donc la série de Keanu Reeves chez Boom Studio. Oh, j'ai kiffé. Hein. Ce qui est génial, c'est que Berserker, je savais même pas de quoi ça parlait. J'ai pris un peu à l'aveuglette. Des fois, faut prendre le pari comme ça. J'espère que je vous brûle pas trop la rétine avec la variante foil. Oh là, je vous tape la gueule. Là. Je pense que c'est un comics où vaut mieux ne pas connaître l'histoire.
parce que ce sera vachement plus impactant. Je vais plus vous parler du type d'histoire que c'est pour vous hyper un peu. Bon, Keanu Reeves au scénario avec Matt Kint, t'imagines bien que c'est pas un comics My Little Pony. C'est un énorme comics d'action. C'est un film d'action de bordel, ça casse des bouches, ça se tabasse tout le temps, t'as des explosions, c'est voilà, on est vraiment dans du Fast and Furious tiers. Donc on va suivre l'histoire de ce mec là, qui est un combattant, qui est full craqué, qui travaille pour l'armée. Le mec est en quête de ses origines en fait. Il a une propriété qui fait qu'il est très fort, qui le pèse vraiment. Et en fait, tu comprends toute la psychologie du personnage, où un pouvoir où tu te dis putain trop bien, en fait c'est une malédiction pour lui et il essaye vraiment d'avoir un changement dans sa vie. Pour vous montrer quelques pages, vous voyez à quel point ça tabasse, c'est sanglant, et le mec est juste là pour tout ravager sur son passage, c'est incroyable. Faut pas prendre les pages hors contexte, parce que tu te dis... Ouais, vas-y, c'est un film de kung-fu, les mecs ils volent en tapant, tu vois. Non, toutes les actions ont un sens. Au début, tu te dis peut-être ça en lisant les premières pages parce que t'as pas le contexte, mais une fois que le numéro est terminé, là tu comprends. Je pensais vraiment pas autant aimer cette série, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que pour le coup il a vraiment su gratter ma curiosité, chose assez rare. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez lu. Je vous rappelle le vlog au mois de juin, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre le tout en direct et en temps réel parce que vous allez participer, je vous l'ai déjà dit. Aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Encore merci à vous de me consacrer votre temps, ça me fait super plaisir, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.